Eh bien, nous allons conclure cette année 2024 en faisant un point, une petite rétrospective sur le marché ETF au cours de cette année 2024 et notamment sur ce mois de novembre en l'occurrence, qui est le dernier mois pour lequel nous avons les données de l'Observatoire ETF de Yomoni. Le directeur des investissements de Yomoni est à mes côtés, Olivier Maltès. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup, merci de nous accompagner tout au long de cette année 2024, chaque mois pour faire un point sur l'industrie ETF, l'actualité de l'industrie ETF et les nouveautés apportées par les fournisseurs d'ETF au marché. Le premier indicateur qu'on regarde chaque mois avec vous, c'est l'indicateur assez simple de collecte à travers l'industrie ETF et autant le dire, le mois de novembre qui est couvert par votre observatoire ETF est un très bon mois. Très bon mois. C'est ça Olivier. Ouais, très bonne année 2020. Très bonne année en général. Global, et puis un très bon mois avec 27,4 milliards d'encours sur le mois de novembre, de collecte sur le mois de novembre. Donc c'est un excellent mois. Donc c'est un tout petit peu moins fort qu'octobre. Mais on a eu de très très bons mois. Et 27,4 milliards, c'est un très bon... Enfin voilà, c'est encore une année record pour la gestion indicielle. Une nouvelle fois. Et c'est une année qui est un mois qui a été porté le mois de novembre vraiment par les actions. On a eu 29 milliards de collecte sur les actions. Donc, mois très important sur les actions. Et un tout petit mois, du coup, obligataire, 1,2 milliard. Donc, c'est presque anecdotique par rapport aux actions. Et les matières premières qui, du coup, elles, décollectent de 2,4 milliards. Donc, une forte décollecte sur les matières premières. C'est pas la plus grosse décollecte. On avait eu moins 3,5 milliards au mois de mars. Mais c'est quand même un gros mois de décollecte. Et sur les matières premières, en fait, tout décollecte. Il n'y a pas un secteur privilégié par rapport à un autre. On a 745 millions de décollecte sur l'or, toujours, qui décidément n'est pas via ETF une matière première qui intéresse. Et puis 400 millions sur le pétrole, voilà, décollecte sur les matières premières. Bon. Je suis impressionné quand même par la collecte action sur le moment. Qui a été un mois marqué évidemment par la victoire électorale de Donald Trump. Exactement. Je ne sais pas si c'est un facteur qui compte, mais en tout cas, on l'a vu quand même qu'il y a eu une aspiration supplémentaire sur des fonds actions depuis l'élection de Donald Trump. Je reviens juste sur l'année globale. Vous disiez 221 milliards d'euros de collecte pour les ETF en 2024, année record. Mais à comparer à un chiffre qui était de quel ordre de grandeur ? 167, vous disiez en 2023. Oui, non, c'est une année. Sacrée marche franchie quand même par rapport au précédent record qui était celui de l'an passé. Quand on regarde justement en détail les actions et les flux vers les actions, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est vraiment le facteur Trump et les États-Unis qui ont compté dans cette affaire, Olivier ? Alors on retrouve comme tous les mois pratiquement les grosses capitalisations au niveau mondial et les grosses capitalisations américaines. Donc voilà, on peut dire Trump Trends, mais ça, les actions US... Oui, ça reste toujours le marché leader. Oui. Exactement. Mais par contre, on voit une petite capitalisation américaine. Donc ça, typiquement, c'est quand même le Trump Trends. Évidemment. Les financières aussi, la croissance US. Et on le voit aussi sur la décollecte, puisqu'en termes de décollecte, on a vu la santé. Et on se souvient de la nomination de Robert Kennedy Jr. qui avait aussi chahuté un peu le marché de la santé, le secteur de la santé. La zone euro a décollecté aussi. On l'a bien vu en termes de performance, mais ça s'est vu, les grosses capitalisations aussi en termes de UK. Donc on a vraiment l'impression qu'on voit vraiment les Trump Trades aussi dans les flux. Et ce qui est impressionnant, c'est vraiment la collecte écrasée complètement sur le marché action, puisque le marché obligataire, lui, pour le coup, est anecdotique. Quasiment absent. C'est très très... Sur le fil, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête là, Olivier, mais sur le fil de l'année, qu'est-ce qu'on peut dire des actions zone euro ou des actions européennes ? Est-ce qu'on arrive quand même en net avec un petit flux de collecte positif, ou est-ce que ça reste une longue décollecte Non, on a eu des périodes. Il y a quand même eu des périodes de collecte. Oui, on a eu certaines collectes et on voit que ce qui a vraiment fait changer, et ce qui a fait, ça se voit sur diverger. Les panneaux, c'est vraiment, on a eu deux périodes. On a eu la période avant l'été, aussi au moment de la dissolution. Donc ça a été une période où la macro zone euro commençait à décevoir, donc ça s'est vu. Et puis la fin, c'est à partir du moment où le marché a commencé à pricer la victoire de Donald Trump, donc avant même sa victoire, et puis rappuyer un peu. Mais on se souvient d'un autre monde, le début de l'année 2024, où l'Europe était plutôt en vogue et le CAC 40 faisait figure d'indice plutôt fort et leader à l'époque, début de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire de la... Oui, alors sur l'obligataire, effectivement, vous dites pourquoi est-ce que ça a aussi peu intéressé, et dans ce peu d'intérêt, quels ont été quand même les intérêts détectés de ce point de vue-là ? Ce qui a intéressé surtout, c'est le souverain, globalement, en termes de collecte positive, le souverain, que ce soit le monde couvert. Au niveau américain, c'est vraiment l'ultra court. Donc on le sait, potentiellement, il y a une pression sur les taux longs aux États-Unis. On le voit là récemment, mais avec l'élection de Donald Trump et son programme. On retrouve aussi les obligations à échéance qui, pratiquement tous les mois, je pense
pense qu'il n'y a que 2 ou 3 mois depuis l'été dernier où les obligations à échéance sont arrivées sous format ETF, où il n'y a pas eu de forte collecte. Donc globalement, toujours les obligations à échéance. Et au niveau obligataire d'entreprise, il y a le high yield US également qui est intéressé. Alors qu'au contraire, en termes de décollecte, les obligations d'entreprise, que ce soit l'investment grade US ou le high yield euro, ont plutôt décollecté. Et on a vu aussi les obligations émergentes, que ce soit en dollars ou en devises locales, qui ont globalement décollecté sur le mois de novembre via ETF. Il faut qu'on fasse un point quand même sur le thème ou le critère ESG. Alors, on a eu des flux ESG vers des ETF ESG qui a marqué un pic en fin d'année 2023. L'histoire de 2024, c'est quand même un lent et long affaiblissement de la collecte ESG. C'est ça, Olivier? Depuis 2022, on observe une collecte. 2022, il y avait eu l'impact performance du marché du choc énergétique. Voilà. Donc ça a commencé là, du coup, sur 2022-2023. 2024, ça se continue avec de très très faibles collectes en termes de ESG. Sur le mois de novembre, on n'a que 10% des flux sur les actions qui ont été vers des composantes, composantes extra-financières, donc c'est très très faible. Il faut avoir en tête que l'encours en moyenne est plutôt de 22-23, donc on est vraiment très en dessous des parts de marché. Et on a même vu une décollecte sur le côté obligataire. Donc les ETF obligataires ont globalement décollecté avec le critère ESG. Donc ils ont au global légèrement collecté, mais sur ceux qui prennent en compte l'ESG ont décollecté. Ce qui est incroyable, on le verra parce qu'on parlera des nouveaux produits. Alors, à quel moment ça change? Parce que j'ai l'impression que chaque mois cette année, on a raconté la même histoire sur l'ESG avec un peu une histoire double face. La collecte ne cesse de s'affaiblir, voire on trouve des mois de décollecte sur de l'obligataire ou sur des segments de marché spécifiques. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une insistance chez les fournisseurs à continuer d'émettre des ETF ESG. Oui, parce qu'il y a quand même une idée que sur du long terme, normalement, les composantes extra-financières, le prendre en compte, ça paraît de bon sens que ça devrait, sur le long terme, investir dans des entreprises plus performantes d'une part, et notamment en Europe aussi, on sait qu'il y aura des contraintes réglementaires de plus en plus importantes, à la fois pour les entreprises, mais même pour les investisseurs institutionnels pour prendre en compte. Du coup, les émetteurs ETF n'ont pas faibli en termes d'émissions et de création, puisque l'impact et le potentiel paraît important. Il y a eu vraiment ce choc énergétique de 2020 qui a marqué, parce que les années précédentes, c'était à la fois en performance et en collecte quelque chose de très important. Donc, qui a marqué avec du coup les énergies fossiles qui ont repris le devant de la scène en termes de performance. 2023, ça a été aussi très tech, et en fonction des méthodologies, on pouvait considérer que les 7 magnifiques n'étaient pas forcément en ligne avec c'est tout pas là où on trouve les meilleurs critères. Voilà, plus les critères aussi de tout ce qui était défense et armement, qui ne sont pas non plus des critères ESG. Mais sur du long terme, en revenant sur un monde un peu plus normal, pas de raison que les critères extra-financiers détruisent de la performance, bien au contraire. Et les émetteurs, du coup, ETF, continuent de travailler sur les méthodologies et de proposer, d'élargir les gammes en proposant les composantes extra-financières. Parlons des émetteurs, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, de la photographie un peu finale de cette année 2024, avec des positions qui bouge assez peu, en tout cas. Quand on voit la part détenue de marché par BlackRock, c'est vrai que ça reste pour l'instant une espèce de forteresse. Tout à fait. Alors en termes d'émissions, sur novembre, BlackRock et DWS ont été les deux émetteurs qui ont le plus collecté. Donc c'est un peu la photo sur l'année. DWS qui est le 3e en termes de taille et celui qui est en 2e place en termes de collecte sur toute l'année. Et effectivement, ça ne bouge pas énormément. Ce qui est important de noter quand même, c'est qu'à la fois BlackRock et Amundi ont tendance à perdre un peu de part de marché. Donc ils ont quand même beaucoup d'avance, donc ça ne remet pas en compte du tout le classement, mais ils sont plutôt en train de perdre des parts de marché, puisque BlackRock perd 0,2-0,3% de part de marché, donc il reste à plus de 40%, donc c'est colossal. Amundi aussi, et DWS est plutôt en train de grignoter un petit peu. L'écart est effectivement énorme, donc ça ne changera pas. Sur quoi? Sur des segments spécifiques? Non, globalement, mais on voit que DWS a fait des très bons mois de collecte tout au long de l'année. Et BlackRock aussi, on sait qu'ils sont aussi très présents sur l'obligataire. Donc en 2023, ils avaient fait une année record, puisqu'on se souvient que les ETF obligataires avaient particulièrement intéressé. Là, sur un petit mois obligataire, par exemple, iShares, qui est vraiment présent sur toute la gamme obligataire de manière plus étendue certainement que ses concurrents, arrive moins à gagner des parts de marché par ce biais-là. Mais voilà, donc une photo qui bouge pas trop sur les gros, mais on voit que c'est légèrement grignoté. Alors c'est vraiment l'épaisseur du trait entre guillemets, mais on sent cette tendance-là.
en termes d'émetteurs. Bon, en termes de nouveaux produits, là, le mois de novembre a été un mois très fort, visiblement, là aussi. Oui, un mois important. 22 nouveaux produits. Alors, c'est pas courant, mais plutôt obligataire. 14 ETF obligataires et 8 ETF actions. Sur le côté ESG, 5 uniquement ETF qui prennent en compte les critères extra-financiers. Donc, c'est un mois de novembre plutôt pauvre en proportion sur le critère vraiment extra-financier, mais il y en a toujours. iShares a beaucoup émis. Il faut avoir en tête que sur les 11 produits obligataires et un seul produit action. Sur le produit obligataire, en fait, ils en ont émis beaucoup parce qu'ils ont émis encore des nouvelles tranches sur leurs iBonds, donc les obligations à échéance. D'accord. Ils ont émis du 2031 à 2034. Okay. Ça fait 8 ETF, puisque euro-dollar. Bien sûr. Mais ils continuent d'élargir la gamme face aux toujours cette logique de stratégie d'échéance. C'est ça pour des fonds obligataires. Ils prennent à chaque fois, en fonction de la maturité, toutes les échéances qui maturent sur l'année, de manière à faire un fonds à échéance un peu classique, mais là, complètement indiciel. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de voir que d'un côté iShares, donc sur l'ETF action le nouvel ETF action qu'ils ont émis, c'est qu'ils ont pris les 20 plus grosses capitalisations du S&P. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de rester sur les grosses capitalisations qui ont vraiment porté les flux en termes de performance aussi. On l'a tous en tête, les 7 magnifiques et ainsi de suite. Alors que Amundi a, lui, lancé un ETF action MSCI USA hors méga cap. Vraiment avec la stratégie inverse. Et on voit du coup qu'il y a les deux stratégies aujourd'hui qui Est-ce que c'est pour préparer 2025 peut-être? Peut-être. Mais il y a vraiment du coup on voit qu'on est en train de détricoter un peu les indices en gardant soit les 7 magnifiques, les 487 autres, les 93 autres. On découpe les indices de manière un peu différente que de la manière dont ils sont composés au sens strict. Pour se coller vraiment aux envies des investisseurs. Bon. Intéressant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que directeur des investissements de Yomoni, la perspective 2025? Déjà, quel est le positionnement avec lequel vous finissez pour le compte de vos clients épargnants cette année 2024, Olivier? Alors, on finit plutôt constructif. Donc, on est resté équilibré sur les profils diversifiés entre 50% actions, 50% obligations, parce qu'on pense que les actions devraient continuer à supporter à la fin de l'année, même début d'année prochaine, et que le risque est plus sur la partie obligataire. On le voit sur les tensions potentiellement des risques d'inflation, des craintes d'inflation. Et on a voulu rajouter par contre un petit peu de risque sur le côté action. Donc, alors on est sorti, on avait un pari tactique sur l'émergent et les actions japonaises pour jouer la relance. On a vu que ça se stabilisait, donc on voulait pas continuer à porter ce risque-là parce qu'on s'attend à pas de nouvelles vraiment annonces concrètes avant le mois de mars et l'Assemblée de la Chine, c'est ça. J'entends. Donc on s'est dit on ne porte pas ce risque-là. On a coupé notre allocation sur la santé qui était plutôt défensif pour remettre à l'inverse des petites capitalisations américaines du Russell 2000 pour augmenter un petit peu le risque côté action. Et on pense que la fin d'année, l'année est pratiquement terminée, mais le début d'année devrait bien se comporter pour les actions jusqu'à le 17 janvier, l'investiture de Donald Trump. C'est le 20, mais effectivement, 17 sera le dernier jour de bourse avant le lundi 20 janvier. On a tous regardé dans notre calendrier comment ça tombait. Bon, merci beaucoup et on se reverra bien sûr en janvier avec grand plaisir. Olivier, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année 2024. Olivier Maltès, directeur des investissements de Yomoni, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.